Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va continuer notre exploration des données optionnelles, mais cette fois-là, non pas du côté de la modélisation, mais du côté des traitements. Alors, traiter des données optionnelles en C#, ça revient essentiellement à traiter des références ou des valeurs nulles. Donc, il y a on a déjà vu le traitement des références nulles d'une certaine façon, mais il y a quelques subtilités, additionnelles qui sont spécifiques aux valeurs nulles, comme on va le voir dans les prochaines diapos. Puis il y a aussi des opérateurs associés dont on a déjà un peu parlé, puis on a déjà vous connaissez, mais c'est important. Là, on va mieux, disons, on va vraiment les attaquer, pour ainsi dire, dans ce PowerPoint-là. Donc, on va tout d'abord rappeler qu'on classifie les données optionnelles en deux grands groupes. Il y a les valeurs optionnelles ou nullables comme int optionnel, char optionnel, bool optionnel, etc. Et il y a les références optionnelles ou nullables comme string optionnel, object optionnel, etc. Donc, ces deux catégories de données-là se comportent de manière semblable, mais légèrement différente aussi, comme on va le voir dans les prochaines diapos. Donc, en réalité, peut-être que le C# aurait pu harmoniser un peu mieux ces deux catégories de données-là, mais au départ, disons, dans la première mouture de C#, d'abord, les valeurs optionnelles n'existaient pas et les références étaient automatiquement optionnelles. Donc, pour cette raison-là, l'optionnalité est devenue, disons, s'est rajouté sur les valeurs par après et est devenu, disons, s'est rajouté aussi sur les références, est devenu explicite par après sur les références. Donc, pour toutes sortes de raisons, ça fait en sorte que c'est comme un peu quelque chose qui s'est rajouté par après sur le langage C#, donc un afterthought pour parler en bon français. Donc, ce qui fait que c'est quand même bien fait, mais c'est sûr que c'est pas peut-être pas aussi bien fait que dans certains nouveaux langages, comme par exemple Kotlin ou voyons Rust par exemple. Donc, dans ce PowerPoint-là, on va mettre un peu plus d'emphase sur les valeurs optionnelles que les références optionnelles, mais on traite quand même des deux. Donc, la première chose qu'on peut se demander, c'est comment on fait pour tester si quelque chose est nul ou pas. Donc, la manière la plus simple, évidemment, c'est d'utiliser isNull. Ensuite de ça, on peut utiliser égale nul. Mais si vous avez une valeur optionnelle, vous pouvez aussi utiliser asValue, mais en fait l'inverse de asValue, donc not asValue, pour vérifier si c'est nul ou pas. Ça fonctionne uniquement pour les valeurs. Et pour l'inverse, vérifier que c'est pas nul, on peut faire isNotNull, on peut faire différent de nul, ou on peut faire asValue. Encore une fois, ça c'est uniquement pour les valeurs, donc int optionnel, char optionnel, bool optionnel, etc. Le asValue ne fonctionnera pas pour les références. Donc, il y a aussi une certaine incompatibilité entre le type optionnel et le type non optionnel correspondant. Donc, ici, par exemple, on a un entier optionnel et on a un entier qui n'est pas optionnel. Si maintenant vous essayez de stocker l'entier optionnel dans un entier non optionnel, le compilateur va carrément vous donner une erreur de compilation. Par contre, vous pouvez stocker un entier dans un entier optionnel. Okay? Donc, c'est un peu normal. Ça n'accepte pas les nuls. Ça accepte les nuls. Donc, vous pouvez stocker quelque chose qui n'accepte pas les nuls dans quelque chose qui accepte les nuls. Okay? Bon, si maintenant on va du côté des références, alors on est plus laxiste, donc on accepte de, disons, stocker une string optionnelle dans une string non optionnelle, mais avec un avertissement. Donc évidemment, on n'aime pas ça. Et inverse, par contre, comme pour l'entier optionnel, ben, on accepte de recevoir
un entier optionnel accepte de recevoir un entier non optionnel sans se poser de questions. Évidemment, ici, l'avertissement, on n'aime pas ça. Donc, comment maintenant on peut récupérer le sous-jacent? Donc, supposons que maintenant, on a ici un entier optionnel, déclaré comme tel, mais qui contient réellement une valeur, donc une valeur entière. Comment on peut récupérer le sous-jacent? Ben, on peut ici effectuer un cast pour aller récupérer le sous-jacent, ou alors on peut effectuer une conversion avec convert, ou alors on peut utiliser disons, la propriété point value, comme on a ici. Mais la propriété point value fonctionne uniquement pour ce qui est d'une valeur optionnelle. Pour ce qui est des références, maintenant, donc ça, ici, on a une référence nullable. Ici, disons, aléatoire, donc on ne sait pas si elle est nulle ou si c'est Yoda. Et pour aller la récupérer, ben, c'est pas compliqué. Disons qu'on a juste à mettre un point d'exclamation. Donc, on pourrait aussi faire un cast, mais c'est plus simple de juste mettre un point d'exclamation. En fait, le point d'exclamation fait juste faire taire l'avertissement. Okay. Mais il faut faire attention si, par ailleurs, on a réellement une valeur nulle dans notre type nullable. Par exemple, ici, si on a un entier nullable, on a réellement un nul dedans, alors il faut faire... Ça se peut si on va récupérer le sous-jacent puis que c'est un nul, alors on va se ramasser avec une exception d'en face, dans figure. Donc ici, on a par exemple, si on fait un cast vers int à partir d'un nul, ben boum, on va avoir une exception. Donc on a ici invalid operation exception, nullable object must have a value. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir cette exception-là? Ben, on peut tester la valeur avant d'essayer d'aller récupérer le sous-jacent. Donc, on voit ici, donc, on a notre entier optionnel qui, on ne sait pas vraiment c'est quoi, donc on détermine aléatoirement est-ce que c'est 1, ici, est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est nul. Et on a notre entier ici qui vaut 5. Donc, on vérifie est-ce que notre entier optionnel a une valeur, donc a-t-il une valeur, as value. Donc, c'est une façon de vérifier parmi tant d'autres s'il y a une valeur. On pourrait dire is not null, ça serait une autre façon. Donc, entier optionnel, point as value. Si oui, ben là, on pourrait après ça aller chercher sa valeur. Donc, entier égale entier optionnel, point value. Donc, on va chercher sa valeur. Une autre manière ici, c'est de dire justement is not null et de faire un cast. Donc, c'est deux façons différentes de procéder, mais qui reviennent à la même chose. Ici, on a la façon de fonctionner avec des références. Donc, encore une fois, on fait un shared.next pour déterminer aléatoirement est-ce que ça va être nul ou est-ce que ça va être Yoda. Et on vérifie est-ce que le nom optionnel n'est pas nul. Là, on ne peut pas utiliser la technique asValue parce que ça ne marche pas avec les références. Donc, est-ce que le nom optionnel n'est pas nul? Et si c'est le cas, on peut juste faire non égale non optionnel. Donc, on n'a pas besoin de mettre le point d'exclamation dans ce cas-là parce que, automatiquement, le langage C# est assez brillant pour savoir que si le nom optionnel n'est pas nul, ben, il n'est pas nul, puis on peut directement le stocker dans une variable de type entière qui est non nullable à ce moment-là. On peut aussi utiliser is pour faire une conversion immédiate vers un type non nullable. Donc, on a vu tantôt qu'on pouvait justement, ici on a notre entier optionnel, donc on peut dire, est-ce que l'entier optionnel a une valeur? Si oui, ben on utilise la propriété value pour accéder à cette valeur-là, mais on pourrait aussi utiliser is. C'est-à-dire, ici on a vu après ça, is not null. Puis après ça, le cast, ça c'est la manière 2 qu'on a vu ici, manière 1, manière 2. Mais il existe aussi une manière 3. Donc, entier optionnel is int entier. Donc, on fait comme désoptionnaliser notre entier de cette façon-là. Et après ça, on peut faire entier.dom. On voit qu'on récupère sa valeur. Donc, certaines opérations sont compatibles avec les valeurs nullables.
Donc, c'est le cas de la plupart des opérateurs ou opérations arithmétiques. Donc, il faut toutefois savoir que dès qu'une valeur nulle entre en jeu dans les opérations arithmétiques, le résultat va être nul. Autrement dit, au sens mathématique, la valeur nulle, c'est un élément absorbant. Donc, par exemple, supposons qu'on a un entier optionnel 44 et que on fait entier optionnel plus, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Bien, 44 plus, bien plus 1, ça va donner 45. Jusque-là, c'est normal. Ça correspond à ce qu'on aurait pensé. Maintenant, si notre entier optionnel est égal à nul et qu'on fait entier optionnel plus égale 10, donc on additionne 10 à la valeur nulle qui est dans notre entier optionnel, ben on obtient nul plus 10. Et nul plus 10, ça donne quoi? Ben ça donne nul. Okay? Autrement dit, dès qu'il y a un nul dans tout ça, ben le résultat est nul. Donc le nul est un élément absorbant. Ça fonctionne un peu comme, mais ça on ne l'a pas vraiment vu, on aurait pu faire un PowerPoint là-dessus, mais on ne l'a pas vraiment fait. Mais ça fonctionne un peu comme le not a number qui existe avec le type double. Donc le not a number, c'est un peu comme un élément absorbant aussi. Donc dès que vous avez un not a number avec des opérations sur les nombres à points flottants, ben, il absorbe tout. Puis tout ça ramasse à not a number. Donc, cependant, même si les opérateurs arithmétiques fonctionnent comme ça, la plupart des fonctions sont incompatibles avec les valeurs nullables. Pourquoi? Parce que ces fonctions-là s'attendent plutôt à avoir les versions non nullables du type en question. Donc, un entier non nullable au lieu d'un entier nullable, un double au lieu d'un double nullable, un caractère au lieu d'un caractère nullable, etc. Donc ici, on fournit deux exemples. Donc on a par exemple un double optionnel qui est égal à 3.5 et un caractère optionnel de type char optionnel qui est égal à m. Alors si maintenant on essaye de convertir en majuscule un caractère optionnel, le compilateur nous donne une erreur. Parce que lui, il peut convertir en majuscule un caractère char, mais pas un caractère optionnel. Char, point d'interrogation. Même chose, il peut prendre la valeur absolue d'un double, mais il ne peut pas prendre la valeur absolue d'un double, point d'interrogation. Ça ne marche pas. Il vous donne une erreur. Pour pouvoir aller chercher mettre en majuscule le caractère optionnel ou le double optionnel, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le sous-jacent et mettre en majuscule le sous-jacent. Ou alors mettre en valeur absolue le sous-jacent. Et comment on peut faire ça? Ben, on peut le faire en faisant un cast ou alors en utilisant le point value. Et ici, c'est ça qu'on fait. On utilise le point value. Donc, on fait un char optionnel point value et on fait un double optionnel point value. Donc, voilà. Évidemment, si le sous-jacent était nul, puis on faisait un point value, ben, pouf, on aurait une exception qui nous pèterait d'en face. Mais on pourrait aussi définir une fonction compatible si on voulait. Ici, par exemple, on définit la fonction max qui est compatible avec des entiers optionnels. La fonction max existe déjà, mais avec des entiers non nullables. Ici, on définit une fonction max qui fonctionne avec des entiers nullables. Donc, entier nullable N1, entier nullable M2, retourne un entier nullable. Qu'est-ce qu'on fait? On code ça comme ceci. Si N1 est un entier I et N2 est un entier J, autrement dit, si N1 n'est pas nullable et que N2, en fait, si N1 n'est pas nul, si N1 n'est pas nul, alors on le stocke dans I, et si N2 n'est pas nul, on le stocke dans J. C'est une autre façon de l'interpréter si vous voulez, mais on utilise l'opérateur is, puis ça permet de simplifier les choses. Alors, retournez math.max ij. Donc là, on peut appeler l'opérateur la fonction max qui, elle, accepte le i et le j. Une autre façon de le coder, ça aurait pu dire si n1 is not null et n2 is not null, return math.max i.value, j.value. On aurait pu le coder comme ça aussi, mais là, on l'a codé de cette façon-là. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne nul. Donc, dès que l'un des deux est nul, le maximum des deux valeurs est nul, ce qui correspond grosso modo au fonctionnement de plus, de moins et de fois qu'on a vu précédemment. Maintenant,
l'invocation conditionnelle, qu'on a déjà vu précédemment dans certains PowerPoint, sans trop expliquer c'était quoi cette patente-là. Donc, l'opérateur point d'interrogation permet d'invoquer une méthode sur un objet ou une valeur nullable conditionnellement au fait que cette donnée-là n'est pas nulle. Si la donnée est nulle, alors la méthode n'est pas invoquée. Par exemple, ici on a un entier optionnel 1 qui est nul et on a un entier optionnel 2 qui est 5. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'entier optionnel 1, on va dumper avec, disons, un label 1 et l'entier optionnel 2, on va dumper avec le label 2. Parce que c'est l'optionnel 1, c'est 1, l'optionnel 2, c'est 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on le voit, c'est l'entier optionnel 2, c'est juste lui qui va être dumpé. On voit ici le 5, il a été dumpé. Mais l'entier optionnel 1 qu'on a ici n'a jamais été dumpé. On le voit, là, il n'a pas été dumpé. Pourquoi il n'a pas été dumpé? Il n'a pas été dumpé parce qu'il est nul. Et ça ici, c'est une invocation conditionnelle. Cette chose-là fait en sorte que le dump est invoqué sur la valeur précédente, seulement si la valeur précédente n'est pas nulle. Donc ça, c'est une invocation conditionnelle. C'est invoqué sur la donnée. La méthode ici s'applique sur la donnée précédente, seulement si la donnée n'est pas nulle. Invocation conditionnelle. Donc, puisque optionnel 1 est nul, dump ne sera jamais appelé. Même chose ici. Optionnel 2 va être appelé, dump va être appelé sur optionnel 2, seulement si optionnel 2 n'est pas nul. Mais optionnel 2 ici est 5, donc dump est appelé, ce qui fait qu'on a l'affichage de 5. Même chose ici avec une string. String optionnel est nul, optionnel 1 est nul, string optionnel 2 et Yoda. Et là, on fait un dump 3 ici qui sera pas invoqué. Et on fait un dump 4 qui, lui, va être invoqué. On l'a ici. Invoqué. Donc, un des objectifs principaux de l'invocation conditionnelle, c'est d'éviter les exceptions. Donc ici, on a deux mots optionnels, un étant nul, l'autre étant non nul. Et ici, on vérifie, en fait, si ce mot optionnel-là démarre avec la lettre Y ou commence par la lettre Y. Donc, est-ce que le premier mot ici, optionnel, commence par la lettre Y? Alors, ce premier mot-là, ben, en fait, il est nul. Donc, le résultat ici de cette invocation-là, ici, starts with Y, c'est nul. Et le deuxième, Yoda, ben, est-ce que ça commence par Y? Oui. Donc, lui, c'est nul, donc le résultat est nul. Et lui, est-ce que ça commence par Y? Ben, le résultat, c'est vrai. Par contre, ici, on n'utilise pas l'invocation conditionnelle. Donc, comme on n'utilise pas l'invocation conditionnelle, d'abord, il nous donne un avertissement, parce que ça, ce sont des strings nullables. Donc, il dit, hey, string nullable, ça se peut que ça soit nul. Fait que là, ça se peut que ton invocation ici plante. Parce que ça, c'est nullable, donc ça se peut que ça plante. Et comme de fait, ça va planter. Donc, il sert un avertissement. L'avertissement, c'est pas pour rien, c'est parce que ça se peut que ça plante, et comme de fait, ça va planter. Donc, on voit qu'en réalité, il faut utiliser l'invocation nullable, et il nous a servi un avertissement. Donc, c'est pas pour rien qu'il y avait l'avertissement. Donc, une autre chose ici importante, puis comme on l'a mentionné dans la diapo précédente, c'est que quand on fait une invocation conditionnelle sur par exemple, le mot optionnel ici 1, puis qu'on fait est-ce que ça commence par Y, puis que la réponse est nulle, bien, le résultat de cette invocation-là, ici, évidemment, est-ce que ça commence par Y? La réponse, c'est vrai ou c'est faux. C'est le mot optionnel. Est-ce qu'il commence par Y? C'est oui ou non. Mais quand c'est optionnel, vous utilisez un type optionnel, vous dites est-ce que ça commence par Y? Ça se peut que la réponse, ça soit nulle. Okay? Parce que c'est un type nullable. Donc, un type nullable, par exemple vrai ou faux, ben ça se peut que la réponse, ça soit nul. Donc, ça devient nul, vrai ou faux. Même chose ici, le count. Donc, il y a combien de lettres dans le mot. Donc, mot optionnel 2.count, Yoda, ben, il y a 4 lettres.
Par contre, mot optionnel 1, point count, il y a combien de lettres dans nul? Ben, c'est nul. La réponse, c'est nul, encore une fois. OK? Donc, la réponse, ça devient un count, donc un entier, mais ça se peut que ça soit nul aussi comme résultat. Okay? Donc, si je vous demande ici de me donner le type, okay? Donc mot optionnel 2.count, c'est quoi le type de la réponse ici? Vous me diriez quoi? Okay, donc ça, c'est une petite subtilité. Donc, la subtilité, c'est que quand vous appliquez une méthode avec l'invocation conditionnelle sur un type optionnel, votre résultat de votre méthode, par exemple starts with, c'est booléen, bien, le résultat devient un résultat booléen, mais nullable. Même chose ici, votre count, c'est entier, mais appliqué avec une invocation conditionnelle, le résultat devient un entier, mais nullable, optionnel, parce que ça se peut que le résultat soit nul. Okay? Donc, c'est ça ici, la petite subtilité. Ensuite de ça, il y a moyen d'enchaîner les invocations conditionnelles. Par exemple, ici, si on a un mot optionnel, donc nul ou Yoda, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ce mot optionnel-là, on peut remplacer, on peut faire un replace optionnel de yo par zel, et après ça, on peut faire un count. Bon, peu importe que ce soit utile ou pas de faire ça, on peut enchaîner les méthodes et enchaîner conditionnellement les méthodes. Donc, on peut faire un replace conditionnel, après ça, on peut faire un count conditionnel. Et en C#, ce que vous pouvez faire, c'est que dès que vous faites un enchaînement comme ça, vous n'avez pas besoin de répéter l'invocation conditionnelle à chaque fois. À partir de la deuxième invocation, automatiquement, c'est des invocations conditionnelles qui sont faites. Donc, même ici, si vous ne faites pas point d'interrogation, point, même si vous n'utilisez pas l'invocation conditionnelle pour le count que vous voyez ici, automatiquement, c'est une invocation conditionnelle. Vous n'avez pas besoin de mettre le point d'interrogation. Implicitement, ça devient une invocation conditionnelle. Okay? Donc, si char ne vous donnera pas une erreur, ça devient automatiquement une invocation conditionnelle. Bon. Bon, vous allez me dire, c'est un détail. Oui, c'est un détail. Mais, je le dis. Donc, tout ce qu'on a vu à propos des méthodes et de l'invocation conditionnelle, ça s'applique aussi aux champs et aux propriétés. Par exemple, ici, vous avez un mot optionnel. Donc, est-ce qu'on peut, on a vu count, est-ce qu'on peut utiliser la propriété length sur une string? Conditionnellement? Oui. On voit ici, on utilise le length conditionnel. Point d'interrogation, point length. Est-ce que sur un tuple, on peut accéder conditionnellement à l'item 1 en utilisant un tuple optionnel? Tuple int, point d'interrogation, qui ici vaut nul. Absolument, on peut accéder à l'item 1 de manière optionnelle. Est-ce que dans une date optionnelle, on pourrait accéder conditionnellement à l'année de cette date-là? Point d'interrogation, point année? Oui, tout à fait. Okay. Et cette date cette année-là, accéder conditionnellement ici, ou à laquelle on accède conditionnellement, serait bien sûr de type int, point d'interrogation. Et on peut aussi effectuer une indexation conditionnelle. Donc, l'indexation conditionnelle, c'est l'opérateur d'indexation avec les crochets, mais précédé du point d'interrogation. Donc, ici, par exemple, on a une string, on a la string ABCDE, et on dit que cette string-là, elle est optionnelle. Bon, évidemment, on aurait pu dire qu'elle n'est pas optionnelle, mais nous, on dit qu'elle est optionnelle. Donc, string point d'interrogation. Et nous accédons à cette string-là, nous accédons à son troisième caractère, donc ici, et son troisième caractère, accéder de cette façon-là, évidemment, va nous donner un type char optionnel. Parce que si la string est nulle, ben le char ici va être nul. Et on dump ce caractère-là, donc c'est le caractère B, ici. ACBDE. Pourquoi j'ai pas mis ABCDE?
j'ai dû me tromper en faisant l'exemple. Ça aurait été plus simple de mettre A, B, C, D, en tout cas, peu importe. Donc, on peut même slicer optionnellement, comme on voit ici. Donc, STR, point d'interrogation, slice, donc, à partir de la deuxième lettre jusqu'à l'avant-dernière lettre. Et on obtient à ce moment-là un string optionnel pour une slice. On fait slice.dom, on voit que c'est BD. Même, et ici, maintenant, on prend la string, STR qui est ici, et on met nul dedans. Et après ça, on accède au troisième caractère, ici, qu'on stocke dans le caractère C optionnel. Et on dump ce caractère-là, et on voit qu'on a nul maintenant comme caractère. C'est un caractère optionnel, évidemment. Et non pas le caractère nul, c'est-à-dire le caractère 0. C'est pas ça qu'on veut dire ici, c'est vraiment l'absence de caractère. Il y a un autre opérateur important qu'on appelle l'opérateur de coalescence, ici, point d'interrogation, qu'on appelle des fois aussi l'opérateur Elvis, enfin, peu importe. Donc, l'opérateur de coalescence permet de remplacer un nul par une autre valeur. Donc, la valeur de remplacement qui est située à droite est utilisée seulement si la valeur de gauche n'est pas nulle, c'est-à-dire si la valeur de gauche est nulle, pardon. Sinon, la valeur de gauche est conservée. Bon, là, on le dit comme ça, là, mais le mieux, c'est de voir un exemple. Donc, en fait, cet opérateur-là est fréquemment utilisé en combinaison avec l'invocation conditionnelle qu'on a vue précédemment. Donc, ici, on va voir un exemple qui va, je l'espère, éclairer vos lanternes. Donc, supposons qu'on a une première personne. Donc, d'abord, on se définit un record ici, personne, une personne étant définie comme ayant un nom et une date de naissance, mais la date de naissance est facultative. Donc, une personne a un nom et une date de naissance facultative. Maintenant, on se définit deux personnes. Yoda, qui possède seulement un nom, et Chewie, ou Chewbacca, qui possède un nom et une date de naissance, donc, présumée comme étant le 21 mai 2677. Je ne sais pas si c'est vraiment sa date de naissance. Donc, étant un personnage fictif. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mettons qu'on veut afficher la date de naissance de Yoda, puis qu'on veut dire qu'en fait, sa date de naissance est inconnue. Et la date de naissance de Chewie, qui est justement le 21 mai 2677. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait dire Yoda. Bon, en fait, on pourrait dire Yoda, point date de naissance. Puis là, on pourrait appliquer un toString à ça. Mais la date de naissance, ça se peut qu'elle soit nulle. Donc, on applique un toString, mais un toString conditionnel, en fait, en utilisant l'opérateur d'invocation conditionnelle. Donc, un toString conditionnel sur la date de naissance. La date de naissance n'existe pas, mais toString va retourner nul. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si tout ça est nul, ben, on remplace tout ça par la string inconnue. Donc, pour ce qui est de Yoda, on va avoir Yoda.date de naissance qui va donner nul. Donc, toString, ça va rester nul. Et on va remplacer tout ça par inconnu. Donc, ça va donner ici .dom date de naissance, mais ça va donner ici, c'est sûr que tantôt on a dit que nul, en fait ici on n'a pas mis point d'interrogation, point. Donc, nécessairement, le DOM va fonctionner. Donc ici, date de naissance, de toute façon, tout ça, ça donne inconnu. Donc, ça va donner naissance de Yoda inconnu, ici. Par contre, pour ce qui est de Chewie, on va avoir Chewie.date de naissance, là, ça ne sera pas nul. Donc, toString, ça va nous donner la string qu'il y a ici. Et la coalescence ici ne sera pas invoquée parce que ça, c'est pas nul. Donc, ça ne s'appliquera pas. Ça ne sera pas remplacé. Donc, ça va nous donner la string qui est ici, qui va être dumpée. Donc, c'est pas ça qu'on obtient ça. Donc, l'important ici, c'est que cet opérateur-là fait en sorte que ce que vous avez à gauche est remplacé par ce que vous avez à droite si jamais ça ici, c'est nul. Donc, la coalescence, on peut la voir comme un opérateur de désoptionnalisation. Donc, l'opérateur de coalescence, c'est un puissant moyen pour enlever le caractère optionnel ou nullable d'une donnée. Donc, il permet effectivement de convertir une donnée optionnelle ou nullable en son équivalent non nullable grâce à une valeur de remplacement ou une valeur par défaut, si vous voulez. Donc, supposons que vous avez un entier optionnel, peu importe c'est quoi. Okay. Par exemple, ici,
on a un entier optionnel qui est soit nul ou soit 1. Ça pourrait être n'importe quoi. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre entier optionnel et on le remplace par une valeur par défaut si jamais il est nul. Donc, tous les nuls vont être remplacés par 0. C'est ça qu'on fait. Donc, on désoptionnalise notre entier optionnel en remplaçant tous les nuls par 0. C'est ce qu'on fait. Donc, l'opérateur ici de coalescence remplace tous les nuls par une autre valeur. Même chose ici, on remplace tous les nuls par inconnus. C'est ça qu'on fait. Okay? Donc, c'est un moyen de désoptionnaliser les données. Finalement, donc, c'est juste pour revenir sur une chose qu'on avait dite au début de la session. Donc, on avait dit que le défaut des types références, c'est nul, et que le défaut des types valeurs, c'est différent de nul. Maintenant, il existe une exception à cette règle-là, et elle concerne les types valeurs nullables. Donc, les types valeurs nullables ont comme valeur par défaut nul, mais ça reste des types valeurs, évidemment. Donc, par exemple, le défaut de int, point d'interrogation, c'est nul. Mais si vous prenez le type of de int, point d'interrogation, puis vous demandez au type system de C#, est-ce que c'est un value type, donc is value type de type of int, point d'interrogation, il va vous dire true. Donc, int, point d'interrogation, c'est un value type. Et après ça, si vous prenez par exemple char, point d'interrogation, ou char optionnel, vous mettez la valeur par défaut dedans et vous l'affichez, ça va être aussi nul. Donc, c'est juste pour montrer que les types nullables ont comme valeur par défaut nul, bien entendu, mais quand c'est des values, des types valeurs, ça reste quand même des types valeurs, évidemment. Donc, en résumé, tester la présence ou l'absence de nul. Comment on fait ça? Ben avec is nul, is not nul ou as value. Donc, il y a une incompatibilité relative entre les types valeurs nullables et non nullables. Donc, in, point d'interrogation versus in. Vous pouvez récupérer le sous-jacent en faisant un cast, en utilisant convert ou avec point value, mais dans la plupart des cas, vous allez avoir une exception si jamais le sous-jacent est nul. Vous pouvez tester et convertir en même temps en utilisant is int entier, par exemple, ou is int n, ou is int i, peu importe. Les opérateurs ou les opérations arithmétiques, ben, le nul va être propagé. Par exemple, nul plus x, ça va donner nul, ou nul fois x, ça va donner nul, etc. La plupart des fonctions n'acceptent pas les valeurs nullables, mais vous pouvez définir vos propres fonctions pour traiter ces valeurs-là. L'invocation conditionnelle invoque la méthode seulement si la donnée sur laquelle la méthode est appliquée n'est pas nulle. Ça permet d'éviter les null reference exception. Ça donne un résultat nul si la méthode n'est pas invoquée. Le type retour est celui de la méthode, mais optionnel, donc nullable. Par exemple, count va donner un int optionnel. Starts with va donner un bool optionnel, etc. Donc, les invocations conditionnelles peuvent être chaînées, mais ce chaînage est conditionnellement implicite à partir de la seconde invocation. Donc, c'est ça, la première doit être marquée comme conditionnelle, les suivantes sont implicites. Donc, l'accès conditionnel, qui est comme l'invocation conditionnelle ou navigation conditionnelle, donc vous irez voir si vous voulez sur Wikipédia, fonctionne comme l'invocation conditionnelle, mais ça concerne plutôt les champs et les propriétés. Vous avez aussi l'indexation conditionnelle qui permet d'indexer conditionnellement une collection indexable comme une string, un array ou une liste. On a vu aussi la coalescence qui permet de fournir une valeur de remplacement pour une valeur nulle. Elle permet effectivement de transformer une donnée optionnelle en une donnée non optionnelle. Finalement, la valeur par défaut des types nullables est toujours nulle. Et ceci reste vrai même pour les types valeurs nullables comme in point d'interrogation. Donc, c'est une petite exception par rapport à la règle générale qu'on avait vue au début de la session. Alors, voilà.